Euh, Bon, merci à tous d'être présents aujourd'hui dans cette réunion qui est extrêmement importante pour nous, pour la communauté des pédiatres en Afrique, mais également des pédiatres, qu'ils soient anglophones, francophones, même lusophones, pour partager cette boîte à outils de mise en œuvre pour les soins aux nouveau-nés malades et de petits pois. C'est une réunion extrêmement importante pour l'avenir des nouveau-nés en Afrique. Et vous savez que c'est extrêmement important de prendre en charge la santé des nouveau-nés pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Et pour cela, nous vous remercions tous qui sont présents aujourd'hui. Nous remercions également NES 360 et l'UNICEF pour tous les efforts qui ont été faits, donc avec la collaboration de Joy Land pour pouvoir mettre en place cette plateforme qui nous permet d'échanger entre anglophones et francophones. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette boîte à outils de mise en œuvre et comme ordre du jour, nous allons d'abord commencer par une introduction, donc qu'on est en train de faire, de dire pourquoi les soins aux nouveau-nés malades et des petits pois sont importants. Ça semble assez évident, mais je pense qu'il faut encore insister, puisque de l'avenir des enfants en Afrique dépend de la qualité de la prise en charge de la question liée aux nouveau-nés malades. Quelle est la valeur de la boîte à outils? En d'autres termes, quelle est la valeur ajoutée de cette boîte à outils qui est extrêmement importante, qui peut être utilisée partout, tout le monde, et qui va être utilisée dans toutes les langues donc africaines, et qui permet d'harmoniser un peu ce que nous faisons, mais également d'être beaucoup plus efficace. Et nous allons parler de la traduction en français, des moyens de contribution de tout un chacun, parce que cet outil est l'outil de tout le monde. Nous avons besoin tous ensemble, en fonction des expériences des uns et des autres, des expériences des pays, de l'améliorer. Et enfin, à la fin de cette présentation, nous allons ouvrir une discussion pour des questions, des échanges qui nous permettront d'enrichir cette boîte à outils, mais également d'apprendre des uns et des autres. Donc, si vous avez besoin de vous présenter, vous le faites dans le chat. C'est important, ça nous permet un peu de savoir avec qui on est, et nous avons besoin de la présence de tout le monde, de tous les pédiatres francophones, tous ceux qui s'intéressent à la santé du nouveau-né, et je suppose que tous les pédiatres sont intéressés par la santé du nouveau-né. Et vraiment, nous avons besoin de beaucoup échanger avec tout le monde et de mutualiser nos connaissances, nos compétences, afin d'avoir les meilleurs soins possibles et la meilleure survie possible pour nos nouveau-nés. Donc, je vais me présenter très rapidement pour vous montrer ce que j'ai fait un peu, donc de façon assez ramassée. Donc, moi, je suis donc le professeur Ousmane Diaye. Je suis professeur de pédiatrie et je suis spécialiste de néonatologie. J'ai été président pendant plusieurs années de la Société sénégalaise de pédiatrie et je suis encore dans le bureau comme conseiller et je suis le président d'honneur. J'ai été le président également de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone, l'APAF, qui regroupe tous les pédiatres ayant en commun la langue française et qui organise régulièrement des congrès, dont le prochain va être organisé en décembre à Bamako, au Mali. J'ai été longtemps délégué pays de l'UNAPSA, l'Union des sociétés et associations africaines de pédiatrie, et j'ai eu la chance d'organiser les dernières élections à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, avec mon ami Paul Kokindombo. J'ai fait également partie du bureau exécutif de l'Association des pédiatres de langue française, donc qui est basée en France, qui est coordonnée par le professeur Patrick Touillon, donc, qui est à Trousseau, qui est un gastro-entéropédiatre. Et je travaille beaucoup pour faire le lien entre les pédiatres français, africains et maghrébins. Et je suis également membre élu du comité directeur de l'Association internationale de pédiatrie avec mon mandat, c'est le deuxième mandat et c'est le dernier mandat qui va se terminer en 2023 lors de du congrès que nous aurons en Inde.
Je suis actuellement et depuis plusieurs années le directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, qu'on appelle le CEASMF, qui est un projet de l'Association des universités africaines et qui est financé par la Banque mondiale. Donc, qui est un projet basé à l'Université de Dakar, mais qui est un projet sous-régional dont les orientations stratégiques tournent autour de la recherche, du partenariat, mais également de la formation diplômante et sur les compétences. Je suis le chef de service universitaire de pédiatrie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc je coordonne la formation de pédiatrie depuis plusieurs années, la formation de base, mais également la formation du DS. Et je coordonne également le diplôme universitaire de périnatologie que j'ai créé en 2012. Et enfin, je suis le vice-président de l'Association nationale des associations africaines de néonatologie, donc qui m'a fait l'honneur d'être le vice-président et qui est très actif, qui est récent, mais qui fait un excellent travail, donc avec mes amis Alex Stevenson et puis mon ami du Bénin, Franck, et vraiment qui fait un excellent travail. Pourquoi c'est important les soins aux nouveau-nés malades et de petits poids? Je pense que c'est une question essentielle à se poser, mais c'est une question relativement évidente. Mais nous allons nous appuyer sur des données factuelles aujourd'hui, de nous concentrer ensemble avec beaucoup plus d'efficacité sur les soins aux nouveau-nés malades et de petits poids. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les objectifs pour lesquels tous nos pays se sont engagés. Avant, c'était les objectifs du millénaire pour le développement, avec les 8 objectifs qui se sont terminés en 2015, mais aujourd'hui, nous sommes engagés pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030, 2035, avec 17 objectifs. Et dans ces objectifs, nous avons quelques cibles qui concernent la santé maternelle, mais également la santé néonatale infantile, ainsi que la mortinatalité. En ce qui concerne la mortalité maternelle, comme vous la voyez sur ce tableau, il faut maintenir cette mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances à l'horizon 2030. Et en ce qui concerne la mortalité néonatale, il faut éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans dans tous les pays, ce qui visera à réduire la mortalité néonatale, de maintenir en dessous de 12 pour 1000 naissances vivantes, et la mortalité des enfants de moins de 5 ans en dessous de 25 pour 1000 naissances vivantes, et enfin, la mortinaissance en dessous de 12 pour 1000 naissances vivantes. Vous voyez que c'est extrêmement important, et ce sont des objectifs relativement ambitieux pour lesquels nous nous sommes engagés. Et je pense qu'il faudrait qu'on accélère la cadence, qu'on fasse des efforts pour les atteindre. Et comme vous le voyez ici, dans la première phase, entre 1990 et 2015, le rythme de baisse de la mortalité néonatale par rapport à la mortalité infantile est extrêmement faible. Elle est de 2,7%. Et si on maintient la tendance, vous verrez qu'en 2035, 2030, nous n'allons pas atteindre, c'est le trait plein en haut, ici dans le trait mauve, nous n'allons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, il faudrait accélérer la cadence en ayant des taux de réduction annuels qui soient beaucoup plus importants, 4,3 pour 1000. Et ça, c'est important. Et je pense que la plupart des pays n'ont pas encore atteint ce rythme de baisse de la mortalité néonatale qui plombe la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits chez des enfants au-delà de la période néonatale, avec les programmes qui ont au impact la vaccination, la prise en charge des pneumonies au niveau communautaire, la lutte contre le paludisme. Voilà, tout ça, ça a permis dans la période post-néonatale. Mais dans la période néonatale, il y a d'autres causes que nous avons du mal à maîtriser et sur lesquelles on va beaucoup travailler. Et vous voyez ici, sur cette diapositive, il y a eu des efforts, certes. Quand vous voyez le taux de mortalité néonatale global au niveau mondial, en 1990, nous avions une mortalité de 36,6 pour 1000. Et cette mortalité a été réduite au niveau global mondial à 18 pour 1000 en 2017. Donc, on est passé en nombre absolu de 100 000 décès néonataux en 90 à 2500. Donc, il y a une réduction de moitié de cette mortalité néonatale. Toutefois, il faudrait nuancer les choses, puisque quand vous voyez ici ce qu'on a mis en évidence en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce taux de mortalité néonatale est de 30,2 pour 1000. Ça reste relativement très élevé par rapport à la moyenne mondiale. Donc, ça veut dire que dans nos pays,
d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et dans toute l'Afrique globalement, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour réduire cette mortalité néonatale, en s'appuyant sur des données, des évidences, des actions qui nous permettent, simples, accessibles et réalisables, qui nous permettront vraiment d'atteindre les objectifs donc, qui nous sont assignés. Vous voyez que 30,2 pour 1000 est très loin de 12 pour 1000. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Et ça, c'était les chiffres de 2017. Et en ce qui concerne les causes de mortalité néonatale, certes, il y a des causes qui sont liées à l'organisation de nos systèmes de santé, donc aux croyances culturelles, religieuses, etc. Mais nous avons 3 causes directes qui ont été identifiées parmi ces causes de mortalité néonatale. Il faut rappeler que la mortalité néonatale constitue 46% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire que pour réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, il faut réduire les taux de mortalité néonatale qui sont dominés par la naissance prématurée, l'asphyxie et la septicémie. La naissance prématurée, on peut y inclure les faibles poids de naissance. Un faible poids de naissance peut naître à terme comme il peut naître prématuré. Donc, ça veut dire que tout ce qui est nouveau-né malade et de faible poids doit être pris en charge si on veut atteindre les objectifs de développement durable en ce qui concerne la réduction de la mortalité néonatale, que nous devons maintenir en dessous de 12 pour 1000, ce qui nous permettra de réduire également, de maintenir la mortalité des enfants de moins de 5 ans en dessous de 25 pour 1000. Et pour cela, il faudra améliorer la qualité des soins. Et la qualité des soins doit être améliorée au niveau de tous les systèmes de santé. On reviendra sur les piliers du système de santé qui sont au nombre de 8, mais c'est important d'agir sur la qualité des soins à travers les prestations, mais à travers les expériences qui sont ramenées par les patients. Et dans la qualité des prestations, il faudrait que nous, les pédiatres qui sont sur le terrain, appuyons nos actions sur des données factuelles pour les soins courants et la prise en charge des complications. Donc, tout ce que nous avons fait doit être basé sur des évidences scientifiques. C'est important. C'est pourquoi nous devons échanger ensemble sur des données qui ont été prouvées, sur les bonnes pratiques, les best practices, comme on le dit en anglais, pour pouvoir améliorer la prise en charge des nouveau-nés. Il faut un système d'information qui soit vraiment fiable et en place. C'est important. Le système d'information permet un peu d'orienter les stratégies. Si on a des données qui sont fiables, ça nous permet de mieux planifier ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous allons planifier. Enfin, il faut un système d'orientation, ces références recours, qui soit opérationnel. Dans beaucoup de nos pays, le système de référence et d'orientation n'est pas tellement opérationnel. Et je pense que ça, c'est un problème d'organisation, d'acquisition de moyens matériels, infrastructurels, et ça, nous devons nous y atteler dans tous les pays. Les expériences des patients, on les tire d'une communication efficace parce que, comme vous le voyez, et on le dit dans un des piliers de l'OMS, il s'agit de soins centrés sur la famille, donc c'est sur les patients, sur les individus. Donc, ces individus, ce sont les utilisateurs du système de santé avec lesquels nous devons beaucoup échanger, les informer, essayer avec eux de prendre en charge leur santé. Et c'est comme ça, avec cette collaboration, que nous pouvons améliorer la santé des nouveau-nés. Et pour ces personnes-là, il est important de maintenir le respect et la dignité. Le fait de communiquer, de discuter avec eux, de s'en ouvrir, de dire les choses telles qu'elles sont, de chercher des solutions avec eux, permet de dire qu'on les respecte, qu'on tient compte de leur dignité. Et pour cela, également, nous avons besoin de soutien psychologique pour ces patients-là. Parce que la plupart des patients sont impactés par les décès des mères, par les décès des nouveau-nés et des mères, l'impact de la morbidité néonatale, l'impact psychologique lié à la limitation des moyens de prise en charge, tout ça c'est important. Et pour ces activités, ces actions, il faudra que nous, dans nos pays, que nous nous appuyions sur les ressources humaines compétentes et motivées. Ces ressources humaines compétentes, ça veut dire qu'il faut des ressources humaines de qualité, parce qu'on sait que la mortalité néonatale et maternelle ne peut être réduite que par une assistance qualifiée à l'accouchement et des soins de qualité dans la période néonatale. Donc, il faut des personnes motivées, qualifiées, compétentes sur les compétences clés pour lesquelles nous avons les formés. Mais on peut être compétent, mais si on n'a pas l'environnement qu'il faut pour exercer ces compétences, on n'aura aucun résultat. C'est pourquoi les ressources matérielles
sont essentiels. Ils doivent être disponibles. Il faudrait qu'avec les gouvernements, avec le ministère de la Santé, qu'on puisse leur dire que nous avons tout ce qu'il faut en termes de compétences, de connaissances, mais sans les ressources matérielles, sans les infrastructures, sans l'organisation qu'il faut, on ne peut pas arriver à de bons résultats, tant au plan individuel, tant qu'au niveau des établissements. Donc, vous voyez, et pour les pratiques, tout ce qui impacte, il faut une couverture qui soit universelle. Une couverture universelle des pratiques essentielles. Et il faudrait penser résultats centrés sur la personne, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour avoir des résultats pour les communautés, pour la personne. Mais c'est important également pour nous d'avoir des résultats, parce que ça nous permet d'être un peu plus sereins et de dire qu'au moins, nous avons fait notre travail pour aider les communautés à préserver la santé, mais aussi nos gouvernements qui se sont engagés pour atteindre des objectifs de développement, donc d'atteindre les objectifs qui ont été. Et on sait qu'en atteignant les objectifs, ça permet de dire également que nos pays ont un certain niveau d'émergence et de développement. Donc, les résultats en matière de santé. Donc, améliorer la qualité des soins aboutit à avoir des résultats en termes de santé. Et ça, on doit s'appuyer sur des standards de soins accessibles en langue en français et téléchargeables. Et grossièrement, vous avez les 8 standards de l'OMS, un pour chaque domaine du cadre de référence de l'OMS pour la qualité des soins. Et chaque standard comporte 2 à 3 chartes, je ne vais pas les énumérer, et des moyens de mesure de la qualité, les intrants, les produits et les résultats. Donc, ces 8 standards sont formulés pour définir les priorités pour l'amélioration de la qualité qui correspondent aux 8 domaines du cadre de référence de l'OMS pour la qualité des soins, donc sur lesquels s'est appuyée la construction de cette boîte à outils. Donc, les 8 standards, quelques-unes, on peut les citer, on peut en citer quelques-unes. Le standard numéro 1, c'est des pratiques fondées sur les données factuelles pour les soins courants et la prise en charge des complications, nous l'avions dit. Un système d'information opérationnelle, un système de référence ou d'orientation fonctionnelle, une communication efficace, un respect maintien de la dignité, ça nous l'avions cité tout à l'heure, et c'est extrêmement important pour nous d'appuyer un peu nos pratiques sur ces différents éléments pour faire amener ceux qui financent la santé du nouveau-né et de la mère puissent prendre comme référence ces 8 standards pour nous amener à avoir des résultats. Et vous voyez que quand on investit, en fonction du moment où l'investissement est fait, et quand on parle d'investissement, il faudrait quand même investir pour avoir une couverture universelle pour les paquets de soins en fonction des périodes du cycle de vie. Donc, et l'analyse se fera en termes de vie sauvée. C'est-à-dire, quel est l'investissement qui a été fait pour sauver un certain nombre de vies et quel est le nombre de vies qui est sauvé à travers ces investissements et à travers une couverture universelle de 90% du paquet de soins. Et si vous voyez ici, on investit dans les soins de la grossesse, donc on peut sauver 608 000 vies qui correspondent aux vies maternelles, aux nouveau-nés, mais également aux morts-nés. Donc, on peut éviter, grosso modo, 608 000 donc, décès qui vont correspondre à ces décès maternels, à décès néonataux et aux morts-nés. Quand on investit dans les soins de la naissance, vous voyez aussi, pratiquement, on double le nombre de vies qui est sauvé. Pratiquement, on est à 1 225 000. Les soins postnatals de la mère et du nouveau-né permettent de sauver 293 000 décès de nouveau-nés. Ici, vous voyez que ces soins postnatals permettent de sauver 297 000 décès de nouveau-nés. Alors que les soins aux nouveau-nés dans les hôpitaux, donc avec tous les moyens qu'il faut, les ressources humaines de qualité, des moyens de qualité, des infrastructures, nous permettent de sauver à peu près 750 000 vies de nouveau-nés. Et vous voyez qu'un investissement est toujours rentable. Il y a toujours une plus-value si on parvient à avoir une couverture universelle de 90% des paquets qui sont mis en place. Donc, vous voyez, l'impact potentiel est d'environ 3 millions de vies sauvées, dont environ la moitié en Afrique. Ce n'est pas négligeable.
Je pense que ça veut dire que nous qui sommes en Afrique, qui vivons en Afrique, nous devons avoir beaucoup plus d'engagement, y croire et nous battre pour qu'une couverture de tous les paquets de soins soit réalisée pour pouvoir atteindre donc, ces objectifs-là. Et pourquoi en avoir besoin maintenant? Je pense qu'il est important qu'on se concentre sur les soins aux nouveau-nés, aux nouveau-nés malades et de petits poids. Donc, vous voyez qu'ici, 750 000 vies de nouveau-nés malades et de petits poids peuvent être sauvées chaque année. Et on a 30 millions qui ont besoin de soins essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable, surtout la cible 3.2. Et chaque nouveau-né est une cible des objectifs de développement durable. Donc, il faudrait qu'on parvienne à améliorer les soins des nouveau-nés malades et des nouveau-nés de faible poids, mais en s'appuyant sur une qualité de soins, c'est-à-dire les standards pour améliorer la qualité des soins des nouveau-nés malades et de faible poids. Donc, c'est important et c'est destiné à améliorer les qualités des soins et on s'appuiera sur les 8 piliers de l'OMS qui sont projetés ici en anglais sur lesquels on va revenir. Donc, vous voyez ici, c'était un peu pour illustrer le fait qu'il est important d'avoir un transfert de compétences, un renforcement de capacités qui soit permanent. Il ne s'agit pas un peu d'utiliser une plateforme pour des connaissances théoriques. Je pense que la plateforme, la boîte à outils va beaucoup servir pour acquérir des connaissances théoriques, mais également orientées sur quelles compétences on doit s'appuyer pour pouvoir sauver des nouveau-nés. Et je pense qu'ici, c'est important de montrer qu'on a des connaissances théoriques à acquérir, mais aussi il faudrait de la pratique. Vous voyez à droite ici, c'est par exemple un atelier au cours d'un séminaire qui a été réalisé très longtemps au Sénégal et sur la réanimation du nouveau-né en s'appuyant sur des modèles anatomiques. Et je pense que ce serait une très bonne chose qu'on définisse comment on va fermer les pédiatres, les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmiers, tous ces acteurs qui tournent autour de la santé du nouveau-né pour avoir les compétences pour pouvoir sauver des nouveau-nés au niveau opérationnel, au niveau des structures de santé, au niveau de toute la pyramide de santé. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas seulement au niveau des structures de référence que nous allons travailler du niveau communautaire vers le niveau de référence. Parce qu'entre-temps, il y a les postes, il y a le centre de santé, il y a les hôpitaux du district et il y a les hôpitaux de référence. Quelle est la valeur ajoutée? Mais la valeur de la mise en œuvre de la boîte à outils. Donc, d'abord, pour qui est destinée cette boîte à outils? Cette boîte à outils est destinée aux décideurs politiques et gestionnaires de programmes au niveau national et infranational, parce que vous voyez que ça tient en compte tous les piliers du système de santé de l'OMS, et donc qui concerne tout le monde, les décideurs comme les professionnels qui travaillent sur le terrain. Ça concerne les agents de santé, y compris les médecins, je l'avais dit tout à l'heure, les infirmières, les néonatologistes, les cliniciens concernés. Nous avons certes des spécialistes, mais nous n'en avons pas suffisamment. Mais il est important de considérer qu'on doit s'appuyer sur des personnels qui sont sur le terrain. Et je pense que les infirmières, les sages-femmes sont des piliers de notre système de santé. Et nous, au Sénégal, on disait toujours que les sages-femmes et les infirmières sont les premiers pédiatres. Donc, nous avons besoin de les former, de renforcer les capacités et de les faire adhérer à ce projet pour l'utilisation de cette boîte à outils qui est importante pour tout le monde. Les ingénieurs biomédicaux, c'est eux qui nous aident pour l'acquisition de matériel, les techniciens innovateurs et le maintien, la maintenance du matériel. Je pense que c'est important. Nous avons beaucoup de matériel, mais nous avons des problèmes de maintenance de ce matériel, de telle sorte que la plupart du matériel qui est acquis est perdu très rapidement. Les agences internationales et les ONG avec lesquelles on échange beaucoup sur les bonnes pratiques. Les universitaires, nous les universitaires, je pense que c'est important parce que nous avons besoin de relayer les informations, d'inscrire certains aspects de la prise en charge du nouveau-né dans les curricula de formation, parce que je pense qu'il est important pour nous de former des gens en pré-service. En pré-service, ceux qui sont en train de faire la formation doivent être renforcés et quand ils sortiront, ils seront déjà prêts. Les bailleurs de fonds et donateurs, c'est important de mobiliser les ressources, les groupes de parents et toute personne impliquée dans la mise en œuvre des soins et nouveau-nés malades. Voilà, ils sont tous les bienvenus. Qui est impliqué? Donc, il y a une communauté croissante de 300 responsables qui ont participé à la mise en œuvre, en fait,
conception de cette boîte à outils, mais aussi de la mise en œuvre. Donc, surtout dans le cadre du plan d'action Chaque Nouveau-Né, il y a eu des plateformes existantes qui ont été utilisées, les documents et puis les stratégies élaborées par l'OMS, etc. Et Save the Children, je pense qu'il y a beaucoup de documents sur lesquels on s'est appuyé pour mettre en place cette boîte à outils qui est importante, y compris l'équipe consultative d'experts comprenant les représentants de l'OMS, de l'USAID, Save the Children, PAF, voilà, pour ne citer que cela, et l'équipe de conception, éditoriale de conception, représentée par NEST 360 et l'UNICEF, donc qui sont les piliers de la conception de ce document. En ce qui concerne la plateforme, c'est une plateforme de ressources en accès libre, ça il faut le dire. Donc c'est un site unique qui comporte quand même des matériels qui permettent de renforcer les capacités, mais également d'avoir tous les moyens, les orientations pour bien prendre en charge les nouveau-nés qui sont malades et de faible poids. Donc accès libre, ça veut dire que nous devons tout faire pour que tous ceux qui travaillent autour de la santé du nouveau-né puissent l'utiliser de façon permanente pour renforcer les capacités. Donc, c'est un contenu qui a été élaboré par plus de 300 responsables de la mise en œuvre et systématiquement organisé pour permettre d'accélérer la mise en œuvre dans les pays. Donc, cette plateforme est faite pour les pays. Donc, elle est organisée par l'équipe éditoriale, alignée sur les directives des OMS pour permettre l'adaptation à l'action dirigée par les pays. Donc, coordonnée en lien avec des partenaires clés que vous avez ici, QOC Network, Save Children, HNN, Align, MNH, etc. Donc, vous avez le site qui est là en bas d'accès à cette boîte à outils qui est donc ici. Donc, comme on l'avait dit, cette boîte à outils se fait sur une approche structurée, systématique et non linéaire de la mise en œuvre au-delà du syndrome 1 à la fois. Donc, vous voyez que c'est plusieurs piliers et il y a une intégration du contenu de ces piliers. Donc, ces 8 piliers, je les rappelle très rapidement, vous les connaissez mieux que nous, c'est les soins centrés sur la famille, les infrastructures, le système d'information, la fourniture des appareils et les appareils médicaux, les ressources humaines, le financement qui est important, le leadership et la gouvernance, la prévention et le contrôle. Ce sont les 8 piliers de l'OMS, donc sur lesquels c'est appuyé à la conception de cette boîte à outils qui est extrêmement importante. Et vous voyez ici en anglais, donc c'est autour de ces 8 piliers que les choses ont été organisées. Et vous voyez ici la plateforme, comme elle est organisée. Donc vous voyez ici une vue d'ensemble d'abord. Vous avez ici quatre aspects qui ont été abordés dans cette plateforme. Quand on prend le premier pilier, un des piliers de l'OMS, les soins centrés sur la famille, vous aurez une vie d'ensemble. Vous avez aussi l'organisation des soins. Vous avez aussi certains outils qui sont là, tels que la méthode kangourou, donc la libération précoce, donc le développement précoce de l'enfant, donc le pouvoir des parents. Donc, vous voyez ici, vous avez 4 aspects. Vous avez la vie d'ensemble, les choses à lire, les outils et des choses à apprendre. Donc, vous verrez, ça, c'est un aspect qui a été projeté en anglais, mais l'objectif, c'est d'avoir toute la boîte à outils qui a été traduite en français et de partager donc, cette boîte à outils en français qui permet aux pédiatres et praticiens qui sont dans le secteur, dans les pays francophones, de pouvoir bien s'en approprier et de pouvoir échanger avec nos collègues anglophones qui ont déjà la présentation en anglais. Donc, je pense que l'objectif qui a été visé par NEST ou UNIFES, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à cette plateforme en ayant une traduction qui soit en anglais et en français. Et je pense que c'est une très, très bonne chose parce que nous savons que les échanges entre les pays ou bien les échanges, l'accès à l'information est limité souvent par l'obstacle linguistique. Et c'est une très bonne chose de pouvoir avoir cet outil-là en français et ce qui se fait actuellement. Donc, comment la boîte à outils peut être utile? Le contenu est organisé de manière à pouvoir l'utiliser à différents niveaux et spécifiques maintenant. Trouver un outil particulier, par exemple, le plan des tâches, liste de contrôle des appareils, les modules d'éducation, les tableaux muraux,
les outils de données, etc. Vous avez beaucoup de données sur lesquelles, en fonction de l'intérêt, sur lesquelles vous pouvez avoir des informations, les utiliser pour renforcer les capacités, prendre des décisions. Donc, définir le sujet, ça veut dire plus, maintenant plus, à savoir plus sur un sujet pour les soins du nouveau-né malade et par exemple, comment détecter et traiter les infections nosocomiales et les épidémies. Ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Donc, vous avez des moyens de pouvoir donc, agir en fonction des différents problèmes qui vont être posés. Par exemple, la méthode Kambou, comment le rendre opérationnel en relevant les principaux défis. Vous voyez que tout est dedans. Les soins aux nouveau-nés en phase de développement ou les soins aux personnes en deuil, c'est-à-dire l'accompagnement au deuil. Et tout ça, c'est des éléments, des moyens qui sont mis à la disposition des praticiens qui travaillent autour de la santé néonatale pour pouvoir être à l'aise, avoir des outils harmonisés, parler le même langage et pouvoir aller très, très vite. Donc, la planification systématique, c'est un autre aspect qui est important, donc qui concerne les changements des systèmes. Travailler à travers un processus de planification, puis une mise à l'échelle nationale sur plusieurs éléments constituent du système de santé. Je pense que ça, c'est important pour les décideurs et nous qui appuyons le système de santé. Donc, ça permet d'avoir de grandes orientations pour mieux faire de la planification en fonction des priorités, donc dans le domaine de la santé néonatale et infantile. Par exemple, développer un dossier d'investissement. On parle dans tous les pays, il y a des dossiers d'investissement pour l'investissement dans la santé néonatale, maternelle et améliorer les indicateurs. Donc, un dossier d'investissement comprenant la planification des infrastructures, plus de ressources humaines, des appareils. Et je pense que ceux qui ont travaillé avec le ministère de la Santé savent que le dossier d'investissement est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ça permet d'avoir donc un outil de plaidoyer pour pouvoir mobiliser des ressources et financer la santé néonatale. Donc, aussi apprendre du pays, parce que c'est une plateforme qui permet d'échanger avec des pays qui ont déjà une certaine expérience dans ce domaine-là. Par exemple, l'Inde, le Malawi, ils ont de grosses expériences dans le domaine de la santé néonatale. Nous tous, nous avons beaucoup appris des expériences qui ont été vécues au Malawi et en Inde, ce qui concerne la prise en charge des nouveau-nés dans leur globalité, qu'ils soient malades ou bien dans les soins essentiels du nouveau-né. Je pense que, comme on l'a dit, c'est une urgence de partager. Sinon, on va refaire les mêmes choses, comme on le dit, réinventer la roue. Les choses ont déjà été vite dites. Il faudrait qu'on fasse un choix sur les choses qui nous permettent d'aller très vite et qui soient vraiment des choses qui soient concrètes, utiles et qui peuvent être passées à l'échelle très rapidement au niveau de nos pays. Donc, l'échange, il est important. L'échange entre nous, praticiens dans nos pays, l'échange entre les praticiens des divers pays, qu'ils soient anglophones, francophones, et des échanges entre les pays anglophones et francophones. Je pense que c'est extrêmement important et il faudra qu'on insiste dessus. Il y a eu un impact de l'utilisation de cette boîte à outils jusqu'à présent qui a été utilisée par les anglophones et quelques francophones en ont proposé. Et il y a eu une communauté de pratiquement plus de 300 membres donc, qui ont travaillé autour de cet outil, cette boîte à outils, donc qui est organisée en élément constitutif. Il y a eu 4500 utilisateurs depuis le lancement en novembre 2021. Vous voyez que c'est extrêmement important. Il y a une adhésion qui est très forte du part de la communauté des pédiatres et de ceux qui travaillent dans la santé néonatale. Plus de 750 ressources, y compris des lectures, des outils, des documents de lecture, des outils et des apprentissages. Donc, 43 000 pages ont été vues sur l'ensemble du site. Vous voyez, et 142 pays qui ont accédé au site de la boîte à outils. Donc, vous voyez un engouement certain pour cette boîte à outils, eu égard à son utilité, mais également à sa pertinence et la pertinence des contenus et tout ce qu'on apprend à travers cette boîte à outils. Je pense que c'est extrêmement important pour nous de nous l'approprier, de faire tout pour le diffuser, de montrer à tous nos collègues praticiens en Afrique et ailleurs que nous avons une boîte à outils qui nous permettra vraiment de relever les défis de réduction de la mortalité néonatale. Donc, il faudrait qu'on se batte pour élargir la mise en œuvre de cet outil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, d'où l'intérêt de traduire la boîte à outils en français. Bon, j'ai eu la chance un peu de travailler avec l'équipe qui coordonne et qui ont rappelé la pertinence, qui ont insisté pour l'intérêt, qui ont vraiment envie que tous ceux qui parlent le français et l'anglais soient ensemble dans l'utilisation de cet outil.
Donc, c'est important d'échanger des ressources de connaissances entre les langues. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse échanger. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'obstacles liés à la langue, mais nous avons la chance ou l'intérêt d'échanger très librement, de lire ces documents et d'échanger avec nos amis anglophones et d'autres francophones qui sont d'ici ou d'ailleurs. Il s'agit d'un apprentissage bidirectionnel entre les langues. Il ne s'agit pas de prendre ce que l'autre nous dit, mais de prendre, mais aussi de proposer des choses concrètes, de proposer des choses qui puissent faire avancer les choses au niveau du continent africain. Donc, nous allons profiter de l'apprentissage à travers des outils spécifiques, de sujets définis et une planification systématique et apprendre entre les pays, comme on le disait tout à l'heure. Donc, je pense que le bailleur qui est Tiesi, la fondation Tiesi, serait très, très content si on parvient à relever ces défis de mutualiser les connaissances, les compétences entre anglophones et francophones et d'échanger de façon constante, permanente, pour pouvoir aboutir à améliorer la santé des nouveaux. Donc, il y a quelques idées qui ont été avancées par l'équipe de coordination pour mieux booster la mobilisation. Voilà, il y a des tâches à effectuer. Donc, il faudrait que ceux qui lisent le contenu de cette boîte à outils pour faire venir des commentaires pour l'améliorer. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'outils qui sont faits, mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc, un outil comme ça est un repère dynamique en fonction des commentaires des uns et des autres. Il faut donc partager et suggérer des documents, des rapports, des outils, des expériences disponibles en ligne afin de les inclure sur le site Internet. Parce que tous les pays ont des documents. Nous avons tous élaboré les normes et protocoles en santé de la reproduction et en santé du nouveau-né. Nous avons élaboré des protocoles de soins et je pense que ce serait très, très intéressant de les partager pour les capitaliser afin d'améliorer le contenu de cette boîte à outils. Donc, nous attendons aussi la vérification des traductions parce que parfois il y a une traduction, mais le sens peut ne pas être le même entre la traduction anglaise et française. Donc, je pense qu'il y a des suggestions. Et on attend aussi que tout un chacun qui a participé à cette réunion, qui a participé, qui connaît cet outil, soit un ambassadeur, quelqu'un qui puisse permettre la diffusion et la connaissance de cet outil. Donc, nous voulons que tous les pays, tous les pédiatres, tous les praticiens infirmiers s'approprient de cet outil, en fassent la promotion parce que c'est un outil qui est utile. Et il faudrait peut-être qu'on discute un peu plus. Bon, ça se fera dans d'autres circonstances, des idées pour accroître l'échange de connaissances, etc. Voilà, ici, il faudra rappeler qu'il y a une grande rencontre qui se tiendra au Cap autour de la santé néonatale maternelle en 2023, qui sera quand même une occasion pour encore plus échanger entre nous et entre pédiatres et mieux définir l'orientation et les priorités pour améliorer la santé du nouveau-né. Donc, en ce moment, je pense que nous avons prévu quelques réunions. 3 réunions sont prévues pour le groupe entre aujourd'hui et le lancement en début 2023. Donc, il y a des réunions périodiques qui se font. Moi-même, j'ai assisté à plusieurs réunions. Et en 2023, ce sera le lancement. Mais il y a d'autres occasions que nous pourrions saisir pour essayer de parler un peu de cette plateforme, de cet outil, tel que la rencontre de la PANF à Bamako, d'autres rencontres africaines, qui sont des moments clés pour pouvoir toucher tous les francophones. Donc, l'objectif et les avantages, c'est de créer un réseau avec d'autres acteurs francophones de la mise en œuvre des soins aux nouveau-nés malades et des petits pois. Donc, de favoriser ou façonner l'échange de connaissances anglais-français dans le domaine, parce que je pense qu'il faudrait qu'on brise les clivages, qu'on soit ensemble, parce que nous avons les mêmes objectifs dans les pays africains et qui sont des objectifs communs d'améliorer la santé néonatale. Donc, et c'est important d'impacter sur les changements pour les nouveau-nés à travers l'Afrique. Et ici, sur le bas, vous avez donc une adresse de site qui vous permet de mieux participer et d'améliorer les éléments qui sont contenus dans cette boîte à outils. Voilà, donc c'est les quelques éléments que je voulais partager avec vous, en sachant que je n'ai pas pu aborder toutes les questions qui sont liées à cette boîte à outils, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dedans, mais c'est surtout à l'occasion peut-être des questions et des débats que nous pourrons quand même voir ces préoccupations ou bien avoir vos contributions. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Voilà. Thank you very much. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, c'est Massimo. Oui, je peux me lancer? Oui, allez-y, Massimo, s'il vous Merci, plaît. merci. Donc, Merci beaucoup. d'abord, merci, professeur Ndiaye, pour la présentation. C'était vraiment clair, vraiment intéressant. Je suis Massimo Salvatore, je suis le coordinateur de la Fondation Chiesi. Et bon, ravi de faire la connaissance de tout le monde ici. Je suis aussi content de voir qu'il y a parmi les participants, il y a aussi certains participants que je connais déjà. Donc, je suis aussi très content pour cela. De mon côté, juste quelques considérations. Je pense que c'est important aussi de lancer cette groupe pour commencer à développer une communauté de practitionnaires des pays francophones. Je considère que cela, c'est vraiment une chose très importante. Quand on regarde, on fait la comparaison avec des autres groupes où il y a beaucoup de participants qui viennent des pays anglophones, on voit qu'il y a beaucoup de participants, mais en tout cas, je pense que c'est un chemin, donc de quelque part, il faut commencer. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, c'est là un premier pas pour lancer ce chemin et créer cette communauté. Quoi encore? En considération sur les boîtes à outils, bon, je voudrais aussi remercier les Nest 360 parce que je pense qu'ils ont fait vraiment un travail très intéressant pour les développer. Il faut aussi dire que c'est un outil ouvert, donc je pense qu'il y a aussi la possibilité de partager des informations, des documents, etc. Donc, ce n'est pas un outil fermé, mais pas tout le contraire. Donc, c'est un outil qu'on peut envoyer de documentation, de bonnes pratiques, etc. Et voilà, donc je trouve cela vraiment intéressant. Et voilà, donc nous, en tant que Fondation Chiesi, c'est une fondation qui travaille surtout dans les pays francophones, donc on est aussi content d'avoir pouvoir financer la traduction de l'outil au français. Et voilà, donc on participe parce qu'on croit que c'est, comme on disait auparavant, un chemin. Donc, et on est là aussi pour voir s'il y a encore des autres possibilités pour renforcer la diffusion de l'outil dans les pays francophones. Et voilà, donc je m'arrête ici. C'est juste des petits commentaires et des considérations. Voilà, à vous, Dr. Ndiaye. Merci encore. Merci beaucoup, Massimo, pour ces commentaires très, très pertinents. C'est vraiment, on est très, très, très content dans les pays francophones de participer à cette initiative. Je pense que beaucoup vont adhérer après. C'est vrai que la période pour lancer les invitations a été courte, mais je pense que beaucoup vont adhérer et ils y trouvent leur intérêt. Merci, Massimo. Donc, s'il y a des réactions du côté de la salle, vous pouvez regarder réaction et lever la main et donner un commentaire si vous voulez. Il y a Diomet, docteur Diomet qui est là. Donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport à cet outil, des questions à poser, voilà, des expériences à rapporter, c'est une très bonne chose parce que vous êtes maintenant les ambassadeurs pour l'utilisation de cette boîte à outils. Donc, vous avez ici à côté en bas, réaction. Si vous levez la main, on vous donne la parole. Allô? Allô? Il n'y a pas de réaction? Oui, bonjour, professeur. Oui, bonjour. C'est Solange. J'ai levé la main. Ah ouais, non, je n'ai pas vu, je pense que je l'ai. Mais Solange, c'est avec plaisir que j'entends Solange. Mais Solange, je suis à la parole, hein. Tu peux prendre tout le temps qu'il te faut.
Merci Merci, beaucoup. Solange. Voilà, merci, professeur Ousmane Diaye. Merci à la Fondation Kiesi pour l'occasion qui nous est donnée cet après-midi de parler des nouveau-nés, qui est le problème de tous les pédiatres, parce que je ne sais pas si dans tous les pays c'est comme ça, mais au Burkina Faso, le pic de naissance est au mois de septembre, octobre, et là, nous sommes très débordés avec les nouveau-nés, et bien sûr, c'est la problématique des nouveau-nés prématurés et de faibles poids de naissance. Donc, c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi la réunion et les différentes présentations. Mais ce qui me préoccupe un peu, c'est la relation entre... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le contenu des boîtes à outils, mais professeur Ousmane Diaye sait très bien que au niveau de nos pays francophones, nous travaillons avec nos directions de la santé et de la famille. Et que le plus souvent, pour qu'une activité puisse réussir, il faut que l'on travaille en collaboration avec ces structures centralisées de nos ministères. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que la Fondation Kiesi a déjà abordé ces aspects avec les autres pays anglophones? Ou bien quelle est l'expérience des pays anglophones par rapport à la diffusion de ces boîtes à outils? Merci. Merci, Solange. C'est une très, très bonne question. Je pense que peut-être Thierry va y répondre. Massimo est là. Je peux un peu dire mon avis sur ça. Mais je pense que tout ce qui est importé, tout ce qui est fait par les partenaires doit être partagé avec le ministère de la Santé. Et tu as parfaitement raison. Si on met en œuvre une stratégie sans l'adhésion du ministère de la Santé, sans le leadership du ministère de la Santé, je pense qu'on ne parviendra pas à le réussir ni à le mettre à l'échelle. Nous, au niveau du Sénégal, tout ce qu'on fait, on le fait sous le leadership du ministère de la Santé. Et quand il y a des choses importantes ici pour la survie de l'enfant, on va vers le ministère de la Santé, on le partage. S'ils adhèrent au projet, ça permet de mieux se l'approprier et de pouvoir le mettre à l'échelle. Parce que nous seuls, on ne peut pas aller loin. Et je pense que c'est important que tu aies aussi l'avis de Kiesi par rapport à cette question importante et comment ils vont faire pour t'accompagner à être plus proche, se rapprocher du ministère de la Santé pour les amener à s'approprier cet outil-là, cette boîte à outils. Massimo, est-ce que tu peux dire quelque chose dessus, s'il vous plaît? Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Ndiaye. Donc c'est clair que chaque intervention dans chaque pays, il faut qu'elle soit coordonnée, discutée avec le ministère des références. Donc on ne peut pas faire des choses parallèles. Et donc là, ça c'est première règle générale. Donc dans tout, avec tous les partenaires avec qui nous on se tient dans les pays où on travaille, on invite les partenaires à prendre contact avec les ministères. Et ça c'est clair. Et toutes les interventions qu'on finance dans les différents pays sont toutes des interventions qui sont déjà discutées, coordonnées avec les ministères de référence. Donc ça c'est la réponse que je peux donner à la collègue qui travaille au Burkina. Voilà, après, il faut aussi considérer les différentes, la situation dans chaque pays. Parfois, il y a des situations particulières. Peut-être c'est le cas du Burkina actuellement pour toute la situation sécuritaire en général, mais bon, j'espère que ça sont des recommandations que tous les partenaires qui sont dans ce groupe aujourd'hui, ils suivent en général. Voilà, merci. Merci Massimo pour cette réponse très claire. Est-ce que Solange, ça va pour cette réponse-là? Allô? Oui, j'avais coupé mon micro. Ouais. Oui, j'ai compris. Je pense que voilà, nous sommes du même avis. Et bon, la situation particulière dont M. Massimo parle, je comprends. C'est notre état d'exception à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pour un temps donné et puis on verra pour la suite. Tout à fait. Je pense que comme c'est une plateforme virtuelle, on peut toujours travailler dessus parce que les pays soient en insécurité ou non, c'est un outil qui est proposé, mais qui est virtuel plus ou moins, mais qui permet un peu de travailler sur les orientations stratégiques du ministère de la Santé. Et dans la présentation, on disait que c'est bien l'outil, mais il faudrait l'enrichir avec tout ce qui est fait au niveau de nos ministères de la Santé.
Et tu sais qu'on a élaboré tous avec le ministère les normes pour la santé du nouveau-né, où on définit les trucs. Je pense que ce n'est pas quelque chose de fermé. On peut toujours l'améliorer avec ce qui se fait au niveau du pays et aligner un peu les choses à ce qui se fait au niveau du pays, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, c'est important. Merci Solange, merci Massimo. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Diomet, tu es au Cameroun, là. Est-ce que tu peux nous dire la position? Bonjour, professeur. Bonjour, Diomet, ça va? Bonjour, professeur. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis un peu à la découverte des boîtes à outils. Je ne suis pas tout à fait au courant ou d'actualité. Je découvre et je suis vraiment très, très intéressé. La question à laquelle je voulais poser, c'est nous qui sommes purement cliniciens, qui ne sommes pas en contact forcément avec nos ministères de la Santé, parce que les implémentations, c'est beaucoup plus avec ceux qui travaillent en santé publique. Comment est-ce qu'on va faire le relais? Comment est-ce qu'on va faire le pont pour aller vers nos ministères pour pouvoir implémenter la boîte à outils dans notre contexte? Merci, Diomet, pour cette question. À chaque réunion peut-être des pédiatres, je dis qu'il ne faudrait pas que les pédiatres ou bien les associations des pédiatres soient en marge de ce qui se fait au niveau du ministère de la Santé. Je pense que tout ce qui est proposé comme bonne pratique ou bien outil, nous devons être les relais entre ceux qui le proposent et le ministère de la Santé. C'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles, mais en nous rapprochant d'eux, en leur montrant par une bonne communication que nous sommes seulement des leviers de la mise en œuvre des stratégies du ministère de la Santé et que nous mettons à votre disposition des outils qui vous permettent peut-être, pour nous permettre ensemble d'améliorer les choses, je pense que ça peut marcher. Ça va pas être très simple. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous, en tant que pédiatres, à notre niveau, même quand on est au niveau des structures de référence, au niveau universitaire, nous devons tenir compte du continuum des soins. Donc, ça veut dire que nous devons tenir compte de tout ce qui se passe au niveau du système de santé. Mais on ne peut pas le faire en restant dans les universités, dans les salles de cours. Moi, je pense que l'une des premières étapes, si vous passez peut-être par les sociétés de pédiatrie, c'est d'abord une croix de transmission pour se rapprocher des ministères de la Santé, vous leur dire, tiens, nous avons un outil, c'est intéressant. Par exemple, s'il y a un congrès de pédiatrie au Cameroun, vous pouvez en tant que relais demander au comité d'organisation ou bien au comité scientifique de dire, mais ce serait une occasion de présenter cet outil. Et quand vous présentez des outils comme ça, je pense qu'on l'a fait avec l'UNAPSA, avec l'APAF, vous invitez quelqu'un du ministère de la Santé, par exemple la direction de la santé familiale, c'est des gens ouverts et souvent c'est des pédiatres ou bien des gynécos. Vous les invitez, vous leur demandez de présider par exemple la présentation de l'outil et ça leur permet de connaître l'outil. Et chemin faisant, vous leur dites que ça, c'est pour vous. Et nous, on aimerait bien que vous vous appropriez cet outil et voilà, ça peut marcher. Et je pense que c'est une démarche qui doit être très diplomatique, avec humilité en leur montrant que nous sommes là pour vous et que ce qu'on propose, c'est pour améliorer les choses et qu'on va être à côté de vous. Moi, c'est la chose que je voulais donner. Je ne connais pas comment c'est organisé un peu le ministère de la Santé. J'ai été consultant au Cameroun pour la direction de la santé familiale il y a très, très longtemps. Mais c'est en tant qu'universitaire, avec Félix Tchétché, que nous avions élaboré les normes et protocoles en santé du nouveau-né. Je pense que vous devez jouer ce rôle maintenant, mais il faut savoir comment le faire. Moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais donc, je pense qu'on peut compter sur vous et les sociétés de pédiatrie pour se rapprocher un peu du ministère de la Santé pour qu'ils s'approprient ces idées, ces outils-là. Merci beaucoup. Oui, j'ai bien compris la démarche et je vais commencer par cette phase-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Diomet. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Je pense qu'on a quelques minutes encore. Bonjour, professeur. Bonjour, Soukaina. Comment vas-tu? Ça va. Tu es le futur agent de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Je suis déjà, mais bon, je fais les deux en même temps. Voilà, Donc, toi, tu feras le job. La présentation a été très riche. En fait, la question que j'avais posée sur le chat, en fait, c'était comment faire adhérer d'autres personnes, surtout les agents du ministère de la Santé, comme Biran, c'était la question que j'avais posée. Maintenant, par rapport au Sénégal, je pense que l'intégration ne posera pas problème parce que au niveau de la DSME, on est déjà en train de travailler
sur les 8 standards qualité de l'OMS qu'on voudrait intégrer aux normes et protocoles. Et même par rapport à l'élaboration des nouveaux outils, on va tenir compte de ces 8 standards qualité de l'OMS. Tout à fait. Donc voilà, je Merci. pense que si on les contracte, ils adhéreront volontairement à cette plateforme. Et tout, voilà, tout à fait. Merci Soukaina. Mais il faut dire que quand j'ai envoyé la liste des pédiatres, j'avais mis Pape Biram Mbodj et Aïssatou. Parce qu'on travaille ensemble. Et même pour les standards, l'adaptation des standards qualité de l'OMS, j'étais consultant, j'étais expert avec le professeur Mokhtar Faye. Voilà, donc, voilà. je travaillais beaucoup avec sur ça. C'est récent, ça fait il y a un mois et demi. Oui. Voilà. Mais il faut dire qu'actuellement, ils sont sur le terrain à cause des supervisions qu'on fait dans le cadre du projet TIMSI. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que toi, tu es un bon élément. Tu peux être le centre d'intérêt pour cette plateforme-là. Donc, ça permettra de faire bouger les choses. Je pense qu'on peut en discuter quand je reviendrai au Sénégal et voir comment ici, voilà, qui s'approprie. Voilà, donc vraiment, merci pour cette intervention. D'accord, professeur, merci. Merci, Soukaï. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je pense que je n'ai pas vu le chat. Est-ce qu'il y a d'autres? Il n'y a pas d'autres interventions? Qu'est-ce qu'il y a là? Pas en forme, les participants. Voilà, donc je pense que on avait 1 heure d'échange à faire, mais je pense que les échanges vont continuer parce que là, il faudrait quand même qu'on se batte, comme l'a dit tout à l'heure Soukaina, Solange, Diomède, pour mobiliser encore plus d'adhérents autour de cette boîte à outils qui est extrêmement importante. C'est vrai que les délais pour l'organisation de ce webinaire ont été relativement courts et les gens ont des agendas qui sont assez fournis, mais je pense qu'il faudrait que ceux qui sont là soient des relais, qu'ils puissent travailler avec les autres parce que c'est extrêmement important qu'on ait des outils qui nous permettent d'aller vite, qui fassent du concret et qui nous permettent d'échanger entre nous tous au niveau africain. Moi, j'ai toujours été dans tous les congrès un théoricien de la mutualisation des connaissances et des compétences, parce que si on reste isolé, cloisonné en tant que pays ou bien en tant que langue, on ne peut pas régler les problèmes de l'Afrique. Et à mon avis, il faudrait quand même qu'on ait beaucoup plus d'échanges entre francophones et anglophones. Et je vous avoue que les anglophones, ceux qui parlent anglais ne sont pas compliqués, hein. On peut faire des efforts, ils peuvent faire des efforts, mais comme il y a des traductions aussi, ça nous permettra un peu de donner les avis. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Et je pense que nous avons à côté de nous des partenaires qui sont extrêmement efficaces. Kézi, l'UNICEF, la coordination avec Joy et puis Zoé. Voilà, vous avez Massimo qui est là. Et je pense que ce sont des personnes sur lesquelles on peut vraiment compter pour pouvoir arriver à mutualiser tout le monde et faire du bon travail. Nous avons beaucoup d'occasions et je pense que ceux qui sont là comme pédiatres doivent profiter des occasions et qui sont des ambassadeurs, des occasions qui nous sont fournies, telles que les congrès nationaux ou bien les congrès régionaux, on en a, pour pouvoir quand même partager cette boîte à outils. Donc, c'est des propositions qui sont faites. Si on est convaincant en termes de contenu, en termes d'approche, en termes de simplicité d'utilisation, je pense que les gens vont adhérer. L'autre élément, c'est qu'il ne faudrait jamais oublier qu'on ne peut pas travailler de façon isolée. Même si on est ambassadeur pour un pays, on est ambassadeur pour un système de santé. Et c'est important que le système de santé, ou ceux qui administrent la santé, prennent le leadership de cette question-là. Donc, c'est à nous de faire une démarche diplomatique pour les permettre, les amener à adhérer. Je pense qu'au Sénégal, nous avons réussi plus ou moins ça. Je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Parce que nous avons des agents du ministère de la Santé qui sont très ouverts. Vous avez vu Soukaina, il y a des pédiatres, des gynécos, mais qui sont ouverts à tout. Et je pense que nous devons nous battre pour être proches d'eux, leur montrer qu'on travaille pour le pays, on travaille pour eux, on travaille pour nous, on travaille pour nos communautés. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'efficacité et l'efficience qu'on joue. Des plateformes comme ça permettent d'être beaucoup plus efficients. Je pense que c'est le message que je voulais donner. Et ceux qui ont organisé ces webinaires vont partager donc les présentations et nous allons continuer à travers les mailing lists à échanger et à travers les manifestations nous pourrons échanger et s'il y a des précisions
à apporter par rapport à cette boîte à outils, nous sommes là pour y répondre. Donc, pour les francophones, ce sera toujours en français. Et je pense qu'avec ça, on pourra vraiment faire de très bonnes choses pour l'Afrique. Voilà, donc c'était les quelques éléments.